Entraîné pour se retrouver ce récap de ce Sub 60 réalisé à Berlin, pas plus tard qu'il y a 2 jours avec mon ami Louis Marty. C'était une course dantesque. Il y a eu du déluge, des grêlons, et en même temps toute une pluie de records. Donc il y a beaucoup de choses à dire. J'ai un petit peu la voix cassée, j'ai passé beaucoup de temps à encourager les copains ce week-end parce qu'il y avait une super ambiance. Je vais vous dire un peu qui était l'équipe aussi avec qui on est parti. Et en plus, je viens de faire 2 heures d'un podcast avec Rudy Koya qui va sortir dans quelques jours et qui est un véritable bijou. Voilà. Et aussi, c'est le premier épisode que je mets sur YouTube, sur la nouvelle chaîne toute neuve Rox Evolution avec un petit peu de vidéo. Je vais pas faire de montage, mais en tout cas, moi, ça me permet de progresser un peu, tout simplement, face à la caméra. Si jamais vous arrivez un petit peu sur ce podcast complètement par hasard ou que vous me connaissez pas bien, mais écoutez, je m'appelle Barthélémy Fent, mais hormis la police et les impôts, tout le monde m'appelle Bart, donc obligé de m'appeler Bart, voilà, tout simplement. J'ai monté un gros podcast de sport qui s'appelle Extraterrien. Aujourd'hui, on est un des plus gros podcasts de sport. Interviewé plus de 300 champions. J'ai aussi une formation de coach, d'entraîneur. Et je suis le fondateur du coup du média Rox Evolution, qui est un deuxième média qui est dédié vraiment à l'entraînement hybride, et le programme Rox Evolution qui compte aujourd'hui plus de 150 membres, avec un groupe WhatsApp, un accompagnement et la validation avec Geoffrey Voisin, qui est tout simplement le meilleur français sur Aerox. Et voilà, on a aussi fait ce petit podcast et cette petite chaîne YouTube qui sont en train de grossir tout simplement à leur avis, voilà, à leur rythme. Voilà, ça grandit tranquillement. Hum. Du coup, avec qui on est. Enfin, alors, juste avant. C'est quoi le but de ces épisodes? C'est toujours d'essayer de vous apporter un maximum de valeur, de vous partager des insights, des informations qui sont rares, qui viennent directement de pratiquants et qui sont pas bullshit. Voilà, c'est pas du faux, c'est pas des gens qui n'ont rien fait. Moi, j'en suis. C'était mon 9e Aerox ce week-end. Si vous recherchez sur les sites de résultats, vous en trouverez que 8 parce que j'en ai abandonné sur un, je l'avoue, et il apparaît nulle part. Donc vous apportez de la valeur, vous faire des récits, et puis aussi par moment, voilà, mettre une petite touche d'humour, une petite team aussi de potins qu'on peut retrouver sur la scène Aerox. Alors, avec qui je suis parti à Berlin? Alors il y avait une sacrée team. Premier que je dois citer, forcément c'est mon partenaire Louis Marty, qui est le fondateur de Merci Andy. On vous partage dans un épisode qui était il y a quelques jours, quelques semaines, si vous remontez en arrière, toute notre stratégie pour faire un sub 60. Et donc, si vous faites des doubles, écoutez cet épisode parce que là, on a fait 1 heure de masterclass pour un double qu'on a essayé d'optimiser le plus possible. Deuxième membre de la team, et non pas des moindres, Maxime Villa, le boss de Aerox France, qui était venu non pas pour faire un Aerox, mais pour en faire 2 dans la même journée. Il a fait un duo en open avec un collègue de Aerox Germany, et le soir, un solo pro, rien que ça, avec un record, il me semble, qui est aux alentours de 1h08. Donc il n'est pas venu pour empiler des perles, c'est une belle machine. Ensuite, il y avait mon copain Étienne Sabatier, qui est coach sur Bordeaux, expert sportif sur les réseaux, si jamais vous voulez regarder. Ce qui fait, lui aussi, je crois qu'il est déjà passé sous l'heure en double. Ça rigole pas du tout, et il faisait son premier solo. Et dernier membre de la team, on va dire, Clément Hubert de chez Puma, qui a des très très bons temps, hein. Je crois qu'il est descendu à 57 en duo open et 58 en duo pro. Alors bon, il fait avec des top athlètes à chaque fois, mais en tout cas, c'était son premier open en solo qu'il est venu essayer de faire ce week-end. Comment est-ce qu'on est arrivé un petit peu? On est arrivé tous dans des états de forme un petit peu différents. Déjà Clément, lui, il avait une douleur à la cheville, il n'était pas sûr de venir. Il a décidé la veille de prendre l'avion, finalement.
Donc lui un petit peu moyen. Hem, Louis, je pense qu'il était en pic de forme parce qu'il avait fait Malaga en duo. Il fait 1 h et 8 secondes, donc il avait la rage d'aller chercher ce sub 60 et il était malade à Paris, Paris Grand Palais, donc il a fait un solo, mais ça a été un calvaire, il était pas bien et du coup, il avait, je pense, très envie d'en découdre et en plus, ben, 1 mois après une maladie, généralement, quand on regarde un petit peu la science sur les cycles de progression, 1 mois pour revenir après une maladie, ça correspond plutôt bien. Donc lui, il avait un bon état de forme. Et moi, bah, moi j'étais à l'opposé. Moi, mon pic de forme, c'était à Paris. Donc là, 1 mois après, bah voilà, je suis un peu dans le creux de la fatigue. Vous allez le voir, c'était un peu dur pour moi pendant la course. Mais, mais bah voilà, franchement, l'envie d'en découdre, c'est la première fois que je faisais un solo, enfin un duo, pardon, en open. Et donc j'avais très envie de vraiment faire de mon mieux sur cette course. Et puis Maxime, bon bah Max, lui il fait 2 courses tous les week-ends. Donc voilà, il n'y a plus de cycle de forme, il n'y a plus de cycle de progression qui existe avec notre ami Maxime. C'est une machine de guerre qu'enchaîne. Et je sais pas trop où est-ce qu'il en est dans ses pics, faudrait regarder toutes ses perfs. Et pour ce qui est des tiennes, je sais pas trop. Je sais qu'il avait fait un très bon Paris Grand Palais, donc forcément, il y avait probablement un petit décalage, voilà, par rapport à sa perf. On est arrivé le vendredi soir assez tard avec mon ami Louis dans l'avion, on était séparés, on est tombé sur des voisins allemands dans l'avion très peu commodes. Voilà, je crois qu'on était rang 7 et 10 et moi j'ai demandé à son voisin rang 7, est-ce que vous voulez échanger avec moi? Exactement la même place. 3 ou 4 ans derrière, le mec m'a regardé. Il m'a dit: «No, I pay for this seat» et du coup, et ben, bah, on n'a pas passé le trajet ensemble. On allait manger un asiat vegan parce que Louis a été pendant très, très longtemps, vegan. Aujourd'hui, il est végétarien, il fait très attention à ce qu'il mange. Du coup, j'ai joué le jeu, hein. Moi, ça me dérangeait pas du tout de manger des nouilles avec du tofu et des œufs la veille d'une course. On a très bien dormi. Moi, j'ai pris une petite pastille de mélatonine, 1 mg, pas 2. 2, je pense, c'est beaucoup. Là, j'aurais pu, parce qu'on avait notre course à 11 h, donc voilà. Il faisait beau, il faisait frais, voilà, donc dans un très bon hôtel, des chambres bien noires, donc on s'est couché tôt. Le lendemain, on s'est réveillé naturellement, 7h30, 8 h, on est allé manger, on avait un bon petit déj. Qu'est-ce qu'on a mangé? On a mangé assez naturellement. Moi, grosso modo, j'ai fait des œufs, je pense l'équivalent de 3 œufs en œufs brouillés. Euh, de l'avoine et du lait. Pas trop de lait, mais pas mal d'avoine quand même, sucre lent. Et après, un bol de salade de fruits, un grand café, et puis c'était parti pour moi. On avait beaucoup de chance parce qu'on partait à 11 h. 11 h, ça permet voilà, de rester dans son cycle un peu naturel, d'être dans le pic de forme. Je pense qu'un jour, probablement, Aerox va arriver et va faire payer en fonction des slots de départ, je pense. Parce que c'est un truc qui joue énormément, quoi. Pour avoir échangé avec Rudy Koya, qui était passé à 7h30, je crois, un dimanche, alors que lui, c'est un bon dormeur et tout, ça change quand même beaucoup sur l'état de forme et ça montre aussi toute l'expérience que ça vaut d'avoir un coach qui connaît ça. Parce que moi, je vois beaucoup de coachs qui n'ont jamais fait d'aérox, qui n'ont jamais préparé un athlète pour une compétition, qui font pas de compétition eux-mêmes. La gestion de commencer très tôt, très tard, c'est quelque chose qui s'apprend. Et moi, c'est quelque chose sur lequel je suis encore, malgré mes 9 Aerox, encore en train de beaucoup apprendre. Donc beaucoup de chance pour nous, parce qu'on avait notre stratégie qui était très claire. Encore une fois, si vous voulez découvrir une super stratégie, écoutez ce qu'on a fait avec Louis. Et on passait à 11 h. Autre chose, moi j'avais beaucoup travaillé vraiment le tapering. Et je pense que je suis assez content. J'ai acheté le tapering aussi de Monsieur Kelly, celui de tout simplement Alexander Roncevic. Je l'ai dit sur un autre épisode que c'était pas
pas la folie, j'ai quand même un peu étudié. Mais voilà, je me suis beaucoup informé et j'essaye de beaucoup faire partager tout ce que je propose pour le tapering à tous les membres du programme Rox Evolution. Euh, on est arrivé du coup assez tôt sur le lieu. Pourquoi? Parce qu'on savait que le lieu était très grand en plein air et que on n'allait pas consommer du nerveux aussi avec lui. Moi déjà parce que on est en Allemagne, on allait connaître pas grand monde, donc tu vois, on ne doit pas parler à plein de gens. J'adore vous parler, j'adore quand on se rencontre. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Mais là, ça me faisait aussi plaisir d'être sur une course complètement incognito et de pouvoir vraiment focus. Donc on est en arrivé en avance pour repérer aussi un peu sur les lieux, pour aller voir Clément. Et Clément, il a fait une super bonne course. Il fait 1h05 au final en temps recalibré. Parce qu'il y a eu un peu de couac au wall ball. En fait, il a plu le matin très tôt. Et du coup, toutes les cibles électroniques ne marchaient pas. Et du coup, ils ont assez mal géré, je pense, les équipes de bénévoles. Et du coup, il y a eu un peu des embouteillages au moment des wall balls. Euh, donc il a eu, on va dire, 30 secondes de récup, un peu grappillé, je crois 25 secondes exactement. Ce qui n'enlève rien à sa perf parce qu'il il court vraiment très vite, il court vraiment très bien. Et pour un premier solo, c'est quand même très très fort. Et ça m'a interpellé parce que sur sa stratégie au wall ball, ça a été de faire 25-25. Et après, il a fait que des blocs, je crois, de encore 20, 15 et 15. Je crois qu'il a fait un truc comme ça, mais avec des très longues pauses. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant de faire des longues pauses. Et au final, je crois que ça lui sert plutôt bien parce que si je regarde son résultat, il nous fait combien? Ouais, non, il fait un wall ball de 5 minutes 30, ce qui est pas, voilà, ce qui est pas fou. 5 minutes 23, exactement, mais top 28% sur les résultats. Mais par contre, pour le reste, il est très 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 costaud. Voilà, des fentes en moins de 4 minutes. Euh, un rameur en 4 minutes 26, un peu long son rameur. Burpee en 4 minutes. Sled pull en 3 minutes 30. Et finalement, en fait, c'est pas un performeur sur les stations. Finalement. Parce qu'à chaque fois, il est top 15%, top 20%. Mais c'est, voilà, il a un très très bon run, Clément. Avec, si on regarde tout, il fait ouais, un average run, 3 minutes 40. 3 minutes 40, donc il est sur un très 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 bon ratio. Même si, voilà, on va en parler juste après, hein, mais bah, la course était très très rapide et je pense que les runs étaient particulièrement courts. On va pas se le cacher. C'est connu comme étant une course rapide et déjà il y a beaucoup de pros qui viennent alors que la saison elle est finie. Il y a énormément de records du monde, beaucoup de gens qui battent leur record qui viennent, il y en a encore eu. Le double open, je crois, qui a été battu, et il me semble le double pro. Il faut que je regarde pour le double pro, que je vérifie. Mais en tout cas, il y a du très 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 haut niveau sur cette course, voilà, vraiment qui est très forte. Je vois aussi tonton Tom Tom, Thomas, que j'embrasse, qui a battu son record. Mehdi Dergaoui avec son partenaire Nicolas Pereira, qui font un énorme temps en duo pro en préparation de leur championnat du monde. Je crois qu'ils sont 56 et quelques. Donc c'est un moment qui va vraiment, voilà, c'est une course à faire. Si vous avez envie de battre un record, allez-y, parce que il y a plein de paramètres qui sont propices. Le premier, selon moi, c'est il n'y a qu'un seul tour. En fait, il n'y a pas 3 tours. Donc, ça fait une espèce de forme de podium sur lequel on peut vraiment optimiser ses trajectoires. C'est des avenues très larges, donc on n'est pas obligé de slalomer entre les gens. On peut vraiment regarder au loin, courir droit. Voilà. Et il y a quasiment aucun virage en épingle sur toute la course. Même les entrées dans les stations. L'entrée dans la rock zone, c'est pas une épingle. C'est une grande rock zone qui fait partie de la boucle. Donc ça, c'est très très intéressant. Euh,
Donc la course, elle est très 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 roulante. Ensuite, c'est en plein air. Il fait bon, je trouve. Il pourrait y avoir beaucoup de vent. Et il y a eu, il pourrait y avoir de la pluie, comme il y a eu juste après notre passage. Il y a eu des grêlons énormes, genre des grêlons quasiment de la taille de billes, quoi, d'un centimètre de diamètre, pendant plus d'une demi-heure l'après-midi, ce qui a rendu la course complètement folle parce que les gens ont continué. L'organisation n'a pas arrêté. Euh, et bah, pour ceux qui ont une belle météo, tout simplement, eh ben on peut le dire, c'est un énorme, énorme avantage parce que il fait bon, il fait pas trop chaud comme il a pu le faire sur certaines courses en Espagne ou même à Grand Palais où il faisait particulièrement chaud et où la chaleur peut être très dure à gérer, comme à Nice ou au championnat du monde, par exemple. Mm. Donc, euh, c'est une course qui marche bien. Une dernière raison aussi, ce qu'on peut dire, c'est que il y avait, et il faut le dire, il faut être honnête, ça a été mal géré au niveau des juges. Il y avait très peu de bénévoles. Et donc, bah, je sais pas comment c'était surveillé sur les pros, sur les meilleurs, mais pour nous, même si on était dans la meilleure vague open, à 11 heures, c'était pas surveillé comme ça a pu l'être à Paris. Et d'ailleurs, je dis un big up, franchement, à tous ceux qui font les judges et à mon ami Peyo de R2 qui fait qui est un super judge et qui met une discipline exceptionnelle parmi les bénévoles pour que on soit super bien encadré et on peut l'apprécier pour ça. Donc voilà, les conditions parfaites, une course très roulante, un passage à 11 heures. On avait hyper bien bossé notre stratégie si vous avez envie de l'écouter. Puis on a aussi un très bon niveau similaire avec mon ami Louis. Un autre truc qu'on a très bien réussi, c'est l'échauffement. L'échauffement, bah pareil, j'ai regardé beaucoup ce que faisaient les athlètes pros. Euh, j'ai mis tout le détail, je vais mettre tout le détail dans mon programme parce que je pense que j'ai enfin trouvé un bon truc. Euh, mais grosso modo, allez, pour apporter quand même beaucoup de valeur, c'est d'essayer quand même sur un échauffement de pas faire que de la zone 2 et de pas hésiter à monter en cardio très haut. Et notamment de faire presque un frac, un 30-30 sur 5-6 sessions pour vraiment que le cœur monte et pouvoir faire un départ rapide. Pourquoi est-ce qu'il fallait être prêt à un départ rapide? Tout simplement parce que on était dans la meilleure vague open, en vendredi en plus, double open, et du coup on savait que ça allait partir très vite. Et c'est parti, mais comme des bombes. Et malgré ça et le fait qu'on le sache, nous on fait un premier run indiqué à 3,15. Alors il faisait pas 3,15, hein, faut être honnête parce que tous nos autres runs on est à 3,46, 3,50, enfin ouais, 3,48. On a été extrêmement régulier sur nos runs. Euh, et le tout dernier run on le fait en 4,52. Donc il faudrait répartir, je pense, mettre 10 secondes en plus partout. Donc on ferait bien un bon premier run à, je pense, moins de 3,30. Donc ça part de manière très solide. Et on est arrivé au skier. On arrive au skier qu'on voit qu'on est quoi? On est 20e. On se dit mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est très très bizarre. On a bien tiré, et on a commencé bah, dès le ski à rattraper les premières personnes. Et on a été très 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 solide. On sort le ski, on fait pas un super ski, on est en 3,41, ce qui nous met en top 35%. Donc c'est pas fantastique. Il faut être honnête, hein. Après 3,41, si on faisait 3,40, on rentrait dans le top 15%. Donc il y a beaucoup de gens qui font entre 3,40, 3,50, hein. C'est vraiment un gros range, quasiment 20% des gens. Donc voilà, on fait grosso modo 3,40, ce qui est vraiment très correct. Ensuite, on fait un sled push sur lequel on avait prévu de pas se cramer. On avait prévu de pas se cramer. On fait pas un sled push exceptionnel, on fait une 34. Ce qui voilà, hein, pareil, c'est un top 30%, c'est pas foufou. Mais on le gère très bien et pareil, on reprend une place ou deux sur notre vague. Forcément, nous, ça nous motive. On est des gros compétiteurs avec Louis. On repart sur le run, toujours très sérieux au run, hein, là affiché en 3,45. Je pense que c'est au final, je pense que c'est plus
un 4 minutes du kilo. Mais en tout cas, on ne flanche pas et on est toujours dans la course. Et je pense qu'on a été très très régulier sur la course. Et c'est, je pense, la meilleure stratégie à avoir aujourd'hui. Peu importe l'allure, c'est d'essayer, enfin peu importe le comment dire la catégorie et tout, c'est d'essayer vraiment d'être régulier. Notre corps cherche de la régularité. Sled Pull, on n'a pas été bon. On savait que ça allait être un peu notre point faible. C'est pas le point fort de Louis. On n'a pas une super bonne technique. On a envie de progresser là-dessus. Euh, on est en train de progresser, mais en tout cas, on n'est pas. On s'est économisé et pareil, on est très 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 bien reparti. On a regagné une ou deux places sur cet atelier, mais on est reparti très fort et très bien. On est arrivé au burpee. Burpee, c'est une des grosses forces de Louis. On fait 2,18 s'il vous plaît sur le burpee. Donc là on est sur la course, hein. On fait 150, grosso modo 150 sur 1800. Ce qui est très correct, on est bon. On a fait un bon burpee et je pense que c'est moi-même qui ai ralenti un petit peu Louis parce que Louis était dans un bon jour et il enchaînait. C'était une grosse machine. Ça repart. Là, on est tous les deux très bien. On sait que voilà, on arrive à la moitié de la course. Moi, je regarde le chrono à ce moment-là. On est exactement en 28. Donc, on sait qu'on est dans les temps. Je crois qu'on est même mieux. Je crois qu'on est en 27. Ouais, exactement. On est en 27 minutes. Donc là, on sait qu'on tape très clairement le sub 60 à la fin de nos burpees. On est même en avance. On arrive au rameur, on fait un très très gros rameur. Moi je me suis presque cramé. Rameur en 3,57, 124e sur 1800. Euh, c'est du, c'est du top 9%, donc ça commence à être très très solide. Là, et là moi ça commence à être dur. Là je commence à avoir les premiers signes de fatigue. Je devais faire mais j'étais engagé pour faire 600 mètres au rameur. J'ai fait que 520 parce que je commençais à être un peu cramé. J'ai vraiment terminé dans le mal. J'ai pris un gel à ce moment-là et ça m'a pas mal aidé, je pense. On repart et là, chaque course commence à être difficile. Louis passe devant, il me pousse. Il a été incroyable. Je pense que ça a été d'ailleurs une des grosses réussites de notre course. C'est qu'on est deux extravertis et on communiquait énormément. On communiquait bien, on a bien fait les transitions. Et ça a très 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 bien marché. Peut-être qu'on fait pas des temps exceptionnels, mais en fait on était rodés et à chaque fois qu'on terminait une station, on se tapait dans la main, on se disait go et ça marchait vraiment bien. On n'avait pas besoin de se regarder, on parlait mais on se regardait pas et ça a bien marché. Au Farmer Kerry, on fait 1 minute 30 pile poil. Pas exceptionnel, mais ça marche très 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 bien. Sachant que Louis n'aime pas du tout ça et que moi je voulais récup un peu parce que je sentais que c'était dur. Et je savais surtout qu'on avait un très très gros finish. Et vous allez le voir, les temps qu'on a fait après sur les deux dernières stations, elle rigole pas du tout. Et et vraiment on assure notre temps à ce moment-là. Euh, à la fin du rameur, je crois qu'on est en 34-30. Donc on sait qu'on va le faire. On sait que si tout va bien, on sait qu'on est en avance, qu'on va faire ce sub 60. Euh, on arrive au lunch. Au lunch, on est des machines de guerre. Je crois qu'on prend 3 places à ce moment-là. On fait 2,26, ce qui fait, grosso modo, on était 56 sur 1819. Alors pour vous dire, ça fait 56 sur 1819. On est dans le top 3%. Voilà, tout simplement, c'est annoncé. Et, euh, et on repart comme des balles. Alors le dernier run est très 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 compliqué pour moi. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai du mal à relancer la machine. Je sens que je ralentis. On fait notre dernier run exactement en 4,39. Alors le dernier run était beaucoup plus long que les autres, mais je sais qu'on a ralenti sur ce lap et que c'est un peu de ma faute. On a pu le voir d'ailleurs sur Rox Coach que sur la courbe, on perd du temps comparé sur le dernier run qu'on descend pour même viser vous allez le voir, un 1,7 et que sur le dernier run, on l'explose. Bon, ça arrive un tout petit peu déçu. Voilà,
J'explose un peu sur les 2 derniers runs. 3,41. 3,41 alors qu'on était en moyenne de 3,25, 3,30 sur tous les autres pour l'avant-dernier. Voilà. Et pour le dernier, 4,40. Donc j'étais vraiment dans le dur. On fait mieux, hein. Je pense qu'en allure, on est à 4,20, 4,25 à peu près. Et on arrive au wall ball. Et là, au wall ball, alors il s'est passé pas mal de trucs au wall ball. La première chose, c'est, bon, je vous l'ai dit, c'était un peu le bordel. On s'est retrouvé avec un gars. Il s'avère que c'était le directeur des opérations de Aerox. Un mec chauve, qui a l'air un peu un ancien crossfitter très baraque et qui a le regard un peu sombre. Et en fait, sur les 6-7 premiers wall balls de Louis, c'est Louis qui commençait ses stations. Euh, En fait, ils avaient mis des bâches sur la cible masculine des wall balls. Alors, il y avait du plastique. Et la deuxième cible était visible. Et petit manque de lucidité, Louis fait ses 6 premiers wall balls sur la cible du bas. Et le gars était sur son téléphone, donc moi je lui crie dessus pour lui dire mais compte, compte mon gars, on a besoin de toi, vraiment là. Le mec il faisait pas ça. Et le mec en fait, et moi je regardais pas Louis, je regardais pas ce qu'il faisait, parce que pour moi c'était évident qu'il visait la bonne cible. Et le gars regarde et dit no rep une fois. Et là Louis comprend et il le met en dessous. Et moi je dis pourquoi no rep, enfin, elle avait l'air bien, je regardais les squats, je voyais Louis. Et le gars commence à me dire ne t'énerve pas, heureusement que j'ai pas compté pour vous. Et en fait, ouais, bah, le mec était pas très très concentré. Moi, je me suis calmé tout de suite, je me suis excusé, je lui ai dit, je me suis même rapproché de lui alors que j'avais pas le droit. Je lui ai tapé dans la main, je lui ai fait excuse me, stress competition. C'est un des premiers conseils que je vous donne pour si jamais vous faites en duo, c'est sympathiser avec votre juge, parler à votre juge, soyez sympa. Notamment si c'est votre première Aerox et que les wall balls, vous allez voir, c'est très dur. Il y en a qui explosent complètement. Même là, Max, ce week-end, en pro, je crois qu'il fait 8 minutes 30 au wall ball. Enfin, il explose complètement. Donc, soyez sympa avec votre juge. Et là, nous, on est sympa. Au final, je crois qu'au final, en tout, on fait quand même 4 no-reps qui sont uniquement des manques de précision. Parce que moi, j'en ai fait. On fait 40, 40 et 20. Donc, voilà, on n'est pas du tout entamé. Et après, on fonce vraiment jusqu'à la ligne d'arrivée. Vraiment, on fait un énorme sprint et 59 et 8 secondes. Donc, très content. Et forcément, on a passé la ligne d'arrivée et on s'est posé une question de bah, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a marché? Moi, je peux vous dire, il y a pas mal de choses qui ont bien marché. Je pense qu'on a fait déjà tous les deux une très bonne semaine de tapering. On a vraiment, vraiment réduit, mais en mettant de l'intensité, en faisant un petit fractionné, en faisant une petite séance de seuil sur les 10 derniers jours avant, en faisant des petites séances de conditioning pour vraiment garder de l'intensité. Ça, je pense, ça a bien marché. Deuxième chose, comme je vous le disais, on s'est beaucoup encouragé. Et ça, je pense, c'est important sur un duo de beaucoup communiquer et de dire allez mec, on va le faire. On n'arrêtait pas de se le dire. On le fait, on est bien. Moi, je regardais la montre pendant tout le temps parce que j'avais les temps de passage. Donc, je savais qu'on était en avance. Et je lui disais, mec, on est en train de le faire. Lui, il me disait, vas-y, continue. Je te le relance. Il m'encourageait vraiment parce que j'étais, on va dire, légèrement meilleur sur les stations, mais lui était au-dessus de moi, vraiment en course à pied. Il y avait un niveau d'écart, il faut être honnête. Et du coup, bah, il a pas arrêté d'être super supportif. Et moi, c'est important. Voilà, deux extravertis ensemble. Il faut communiquer. Aussi, on avait clairement défini le leader. Pour moi, c'était Louis, il était frais. Psychologiquement, c'était lui le leader de la team. Et s'il y avait des décisions à prendre, c'était lui qui les prenait. Et c'est lui qui mettait le tempo, surtout. Ensuite, on a fait vraiment des très 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 bonnes transitions. On avait travaillé nos stratégies de transition pour les faire vite. J'ai partagé plusieurs très bonnes stratégies, notamment les 3-2-1. Ça vient de moi, maintenant on les voit partout. Tout le monde en parle, mais honnêtement, je suis la première vidéo sur laquelle vous allez le trouver. Qui est purement un truc que j'ai vu dans un autre sport sur les transitions, que j'ai amené dans l'Aerox et que maintenant tout le monde répète, que j'avais jamais vu d'ailleurs sur les Aerox anglophones, et que même maintenant les anglophones en parlent. Donc faire de très 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 bonnes transitions, ça a bien marché. On a respecté aussi la stratégie
au doigt et à la lettre. Pourquoi? Parce qu'on était bien, tous les deux. On était suffisamment bien pour le faire. Et il n'y a pas eu de fait de course, il n'y a pas eu d'orage, il n'y a pas eu de juge casse-pied, il n'y a pas eu de l'un d'entre nous qui explose complètement. Le seul truc qu'on n'a pas respecté, c'est qu'on devait boire 2 fois. On avait prévu de boire après les fentes et après les burpees et on a squeezé, après les fentes. On est reparti direct. Ce qui, était un peu dangereux, mais on avait beaucoup bu le matin. Moi, je m'étais fait une grosse, grosse boisson d'attente et on avait trouvé des toilettes où il y avait pas grand monde et on courait à côté des toilettes. Enfin bref et du coup, on allait pisser au moins, 3 fois chacun avant la course et donc ça a très, très bien marché. Ensuite, je pense on savait qu'on avait un excellent finish, parmi les meilleurs compétiteurs, hein. Voilà, on fait top 2% sur les wall balls. Sur les wall balls, on fait exactement 3,22. Donc voilà, faites mieux que nous. 36e sur tout le monde, sur 1800. C'est quand même pas dégueu. On s'approche de vraiment les très 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 bons, les très très bonnes réussites. On peut difficilement aller chercher du temps supplémentaire. Peut-être sur la technique, aller encore plus vite. Mais ça serait vraiment gagner, allez, pour essayer de gagner 10 secondes. Donc voilà. Donc on savait qu'on avait un très bon finish et du coup on avait confiance en notre finish. Et l'objectif, c'était surtout de pas partir vite et de faire en sorte qu'on ait un début, un milieu de course sur lequel on arrive à presque relancer en fait, relancer notre milieu de course. Et ça, on l'a très bien fait en course à pied et on a été hyper régulier en course à pied, je pense. Hormis voilà ce fameux dernier tour un peu bizarre qui était beaucoup plus long. Et le premier tour sur lequel on va clairement trop vite. Nos temps de passage, ils sont entre 3,45 et 3,52, donc il y a un écart type de 7 secondes, ce qui est très petit, et ce qui est du niveau pour moi des plus expérimentés et des plus sérieux. On fait un running total en 30 minutes, ce qui nous met 2 centièmes sur 1819, ce qui est très très bien et avec un average pace de 3,52. Donc hyper content, franchement. On a été professionnel, on avait une stratégie et on a déroulé et on a fait notre course parfaite. Et moi, j'en arrive à une théorie quand même. C'est que j'entends d'un côté des gens qui font beaucoup de compètes et de l'autre des gens qui disent ouais, faut pas faire beaucoup de compètes, c'est pas bien d'en faire autant, nanana, on peut pas performer à chaque fois. Ça c'est sûr, on peut pas performer 10 fois dans l'année si on fait 10 compétitions. Mais aujourd'hui, Aerox, c'est un sport nouveau. C'est un sport sur lequel, bah voilà, c'est pas comme des matchs de tennis où un tennisman, il passe 4 heures sur le court par jour et il joue. Il joue énormément, il joue, il joue, il joue. Et en fait, il fait 3 ou 4 matchs officiels par semaine. Un tennisman pro aujourd'hui, je crois que la moyenne dans les 100 premiers en ATP, je crois que c'est entre 80 et 100 matchs par an. Ça peut paraître pas beaucoup, mais vous faites ça pendant 10 ans, c'est une énorme accumulation d'expérience et, c'est vraiment très très bien. Donc en Aerox, moi je peux dire, c'était ma 9e course et c'est la première fois que je fais une course parfaite. Et ça, c'est l'accumulation de l'expérience. Et mine de rien, si vous voulez progresser, moi je recommande quand même pour ceux qui veulent voilà, passer le cap, aller chercher des championnats du monde, c'est quand même très intéressant. Voilà, si vous n'avez pas un passé de gros gros coureurs ou de gros demi-fondeurs, faire beaucoup de courses, c'est un bon moyen d'accumuler de l'expérience. Et l'expertise, c'est l'expérience, comme dit mon ami Rudy Koya. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Et notamment pour les entraîneurs, les coachs, qu'on fait un Aerox et qui derrière vendent des programmes. Je suis désolé les gars, mais peut-être que sur le papier vous êtes bon, mais on ne demande pas, enfin peut-être que sur le papier vous êtes des bons entraîneurs,
mais on ne vous demande pas de faire beaucoup, enfin de faire des temps exceptionnels à l'Aerox. Vous en ferez peut-être jamais, et je ferai peut-être jamais un sub 1 heure à l'Aerox. Quoique non, je l'ai annoncé, je le ferai. Je me laisse 3 ans pour le faire. Et je sais que je vais y arriver. Parce que je sais que j'ai le temps, en fait, tout simplement. Et que je me compare à moi-même et pas avec les autres. Et je sais que je le ferai. En open, c'est sûr. Je vais maigrir, je vais faire plein de choses et je vais y arriver. Mais, euh, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire ce sub 1 heure. Mais il faut faire beaucoup de compètes pour comprendre ce que les athlètes vivent, ce qu'ils ressentent, et aussi comprendre c'est quoi une course parfaite aujourd'hui. Et une course parfaite, c'est tous les petits curseurs qui sont mis bout à bout et qui vont réussir. Et là, voilà, moi, il en a fallu 9, que j'en fasse 9 en tout. C'était mon 4e double. Que je fasse des doubles courses sur des week-ends, que je fasse des courses avec des filles, que je fasse des courses avec des gens qui courent moins bien ou avec des gens qui avaient un écart de niveau important pour me rendre compte comment on fait une course parfaite et de faire aussi des solos. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Voilà, tout simplement, il faut emmagasiner de l'expérience. Bon, qu'est-ce qu'on aurait pu peut-être légèrement améliorer? Pour moi, clairement, arriver un peu plus en forme parce que j'étais pas au niveau sur la course à pied sur le dernier tour. Je nous fais perdre. Je pense on aurait pu, si j'avais été vraiment en forme, tu vois, faire vraiment un relancé de bien 20 secondes parce que je m'écrase sur le dernier. Je m'écrase sur la dernière course à pied et je peux faire des très gros finishes. Je suis un mec qui a un diesel, donc là j'étais bien, j'étais très bien échauffé, donc ça a bien marché. On peut faire aussi une première partie de course légèrement plus ambitieuse. Je pense au ski, je pense au sled, où voilà, on voulait juste respecter notre rythme sur les stations pour vraiment surtout bien tenir les allures de course. Et on aurait pu améliorer un petit peu ça. Euh, Sur les wall balls, on fait 3-4 no reps qui nous font un peu perdre de temps. Et on a vu une stratégie sur les fentes d'un double, j'ai oublié leur nom, mais en tout cas un mec, un grand métis dans la police avec je sais pas si sa compagne ou en tout cas sa partenaire, mais qui est beaucoup plus petite, lui est assez grand. Ils ont été bluffants, c'est qu'en fait ils sont arrivés aux fentes, lui est arrivé comme une balle sur les sacs, il a pris les sacs pendant que sa partenaire se mettait sur la ligne d'arrivée. Et vous voyez du coup les quelques mètres en fait d'écart, elle était derrière, elle a pu rentrer directement dans la station. Et lui, il est venu lui déposer le sac sur les épaules. Et j'ai trouvé ça très malin. Donc voilà, il y a un 5 secondes à aller chercher si jamais il y a un petit écart de course à pied. Et voilà, il y a pas mal de leçons apprises de cette course. Hein. Mais la première, c'est que voilà, il faut en faire beaucoup. Que l'échauffement, c'est clé si vous voulez partir vite et si vous voulez tenir le pace longtemps. De faire des bonnes semaines de tapering, c'est nécessaire. Voilà, c'est vraiment absolument important. Le deuxième, c'est effectivement avoir un partenaire avec le même mood. Est-ce que vous êtes un peu extraverti, introverti? Comment est-ce que vous communiquez? Nous, on a beaucoup communiqué et ça nous galvanisait mutuellement. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et donc, voilà, faites-le aussi. Eh bien, écoutez, ça va être le tout pour aujourd'hui, pour ce podcast. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, forcément, il y a le programme Aerox Evolution. D'ailleurs, bon, je ne l'ai pas dit, je le dirai dans le prochain podcast solo. Mais c'est officiel, Geoffrey rejoint l'aventure. Et c'est bon, on l'a mis sur les pages du site, on va le mettre sur les pages de préinscription. Le prix du programme actuellement, il est à 247 €, mais sachez qu'on va le monter pour une raison évidente, c'est que Geoffrey rejoint le programme. Pour une deuxième raison aussi évidente, c'est qu'on apporte de plus en plus de valeur
que je vais rajouter mes semaines de tapering, qu'on va proposer aussi pour ceux qui veulent les commander au détail. Je vais partager exactement l'échauffement, pareil, pour partir vite. Pas un échauffement voilà, d'amateur, mais vraiment un échauffement où on allait demander à des coureurs de 800 mètres comment est-ce qu'ils font pour partir vite. Donc je sais pas à quel moment on va augmenter les prix, en toute transparence, et j'ai pas envie de faire le mec, ah tiens dans 5 jours. Non, mais je sais qu'à un moment on le fera, et on le fera avant l'été. Donc si vous avez envie d'en profiter, c'est maintenant. Si vous avez envie de progresser, c'est le moment tout simplement pour le faire. Euh, il y a une liste d'attente si vous voulez avoir le lien. Voilà, il y a une liste d'attente. Si vous avez envie d'avoir le lien de paiement, vous répondez à cette liste d'attente et je vais vous répondre et je vais vous envoyer le lien de paiement. Mais après, à un moment donné, je fermerai la liste d'attente tout simplement. Voilà. Euh, parce que il faut qu'on ait des stratégies un peu marketing maintenant qu'on a Geoffrey. Il faut qu'on ait des stratégies marketing un petit peu plus poussées. J'en suis désolé, mais ça fait partie aussi le jeu. C'est aussi ça qu'il faut faire pour avoir de la qualité, un programme premium. C'est que même l'expérience marketing de bout en bout, elle soit hyper quali. Et je sais qu'elle l'est. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Le prochain épisode, c'est un podcast avec Rudy Koya qu'on a enregistré, qui est vraiment d'anthologie. Donc j'espère que vous allez le kiffer. Ciao, ciao.